Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Vous êtes sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le Mozambique est à nouveau rattrapé par l'affaire de dettes dissimulées. Les pays et institutions qui contribuent à son budget ont suspendu temporairement leur aide. Visite du ministre saoudien du pétrole au Soudan. Ali Al-Naimi entend accroître les investissements saoudiens à Khartoum. Enfin, fermeture du poste frontière entre la Tunisie et la Libye. Le trafic commercial y est paralysé depuis plusieurs jours. Avant le développement de ces titres, retrouvons tout d'abord le Premier ministre guinéen Mamadi Yola. Il a présenté mercredi son programme, un programme axé sur la bonne gouvernance et l'ambition d'accroître les retombées économiques et sociales du secteur minier. Le gouvernement guinéen entend donc renforcer la gouvernance financière des activités minières à travers une mise en œuvre plus effective de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Mamadi Yola ambitionne d'exploiter le potentiel minier de son pays afin de bâtir une économie minière de classe mondiale. Je le disais en titre, les différents pays et institutions qui contribuent directement au budget de l'État mozambicain ont suspendu leur aide à l'endroit de ce pays. La nouvelle a été annoncée mercredi par le président portugais. Cette nouvelle fait suite, bien sûr, à la dissimulation par Maputo d'une dette de 1,4 milliard de dollars. La dette dissimulée s'élève à près d'1,4 milliard de dollars. En avril, le gouvernement mozambicain avait reconnu au Fonds monétaire international avoir dissimulé cette dette. Elle a été contractée en 2013 et 2014 par des entreprises à capitaux publics en vue du financement de l'achat d'embarcations militaires et de matériel de défense. Sur la dimension de la dette, d'abord nous devons évaluer si elle est soutenable ou non, car cette dette n'est pas apparue toute seule. Et sur cet aspect, que ce soit clair, le Mozambique n'est pas le pire des pays en termes de dette. S'il y a des indicateurs des pays les plus endettés, nous ne sommes pas les pires. Le problème est donc de savoir comment cette dette est apparue. La contribution directe au budget de l'État mozambicain pour 2016 est estimée à 265 millions de dollars. Sa suspension pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l'État mozambicain qui va devoir faire des coupes dans plusieurs secteurs. Le pays pourrait se retrouver un peu plus fragilisé, son économie étant déjà durement touchée par la chute du cours des matières premières et une forte dévaluation de sa monnaie. Le Mozambique, qui fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde selon le FMI, reste très dépendant de l'aide internationale qui représente 25% de son budget national. Le ministre saoudien du pétrole était mercredi en visite à Khartoum au Soudan. Ce fut l'occasion pour lui de faire la promesse d'accroître les investissements saoudiens dans ce pays. Pendant des années, le régime islamiste du Soudan a entretenu des relations étroites avec l'Iran chiite, le rival régional de l'Arabie saoudite. Mais dernièrement, Khartoum s'est rapproché du riche royaume pétrolier et à son arrivée dans la capitale soudanaise, Ali Al-Naimi a expliqué que son pays cherchait à faire des investissements dans la région. Il a indiqué lors d'une conférence de presse que l'extraction minière devrait commencer dans 4 ans. Notre but est désormais de ne pas détendre totalement du pétrole. Nous allons utiliser toutes les ressources que nous avons. Cette visite fait partie de notre plan pour investir dans la région. Au Soudan, nous allons nous concentrer sur les investissements dans le secteur minier. Selon des analystes, le resserrement des relations profite aux deux pays. Khartoum souhaitant sortir de son isolement international
et Riyad cherchant des occasions pour investir dans des secteurs autres que le pétrole. Il faut dire que le retrait et l'envoi d'espèces sont désormais limités à $1000 au Zimbabwe. Ces nouvelles mesures interviennent au moment où les banques de ce pays n'arrivent plus à satisfaire à la demande locale. Une situation qui, bien évidemment, fait grincer beaucoup de dents dans ce pays. Le problème auquel nous faisons face montre que le système de multidevises ne fonctionne pas. Comme vous le savez, sous ce système, nous sommes censés utiliser 9 devises. Actuellement, nous n'en utilisons qu'une, qui est le dollar américain. Right now, we're using only one currency, which is basically the US dollar. The maximum cash allowed to be taken out of this country. Le montant maximal d'espèces qui peut être sorti du pays a été abaissé de 5 000 à $1000. Cela représente 1 000 € ou 20 000 rands. Euro or 20,000 rands. Banks are not dispersing enough cash. Les banques ne déboursent pas assez de cash. Cela fait presque 5 heures qu'on attend. Les banques donnent des montants limités à $400. Up to $400. À partir de maintenant, je vais garder mon argent chez moi parce que c'est compliqué dans les banques et on a perdu confiance en elles. Le trafic commercial au principal poste frontière entre la Tunisie et la Libye est paralysé depuis quelques jours à l'initiative de la partie libyenne. Difficile donc en ce moment de faire passer des marchandises d'un côté ou de l'autre de cette frontière. Nous sommes ici au poste de Ras Djedir, principal point de passage entre l'ouest de la Libye et le sud-est de la Tunisie. Depuis le 29 avril, ce territoire qui vit en grande partie du commerce transfrontalier est complètement paralysé à l'initiative des autorités libyennes qui empêchent tout passage de marchandises. Selon un responsable du conseil local libyen de Zouara, cette décision vise entre autres à protester contre la contrebande des marchandises subventionnées comme l'essence en territoire tunisien. Ainsi, seuls les civils souhaitant rentrer dans leur pays ainsi que les ambulances sont autorisés à passer. Des négociations sont cependant en cours entre des représentants des sociétés civiles et entre responsables des deux pays pour que le trafic reprenne son cours normal dans les plus brefs délais. Une petite pause à présent et nous allons retrouver Kazmik Pedjoa du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin pour notre échange du jour. Notre échange du jour qui porte sur le tourisme en Afrique, un secteur qui pourrait bien devenir le second pilier de l'économie de l'Afrique. Kazmik Pedjoa, bonjour. Bonjour Inès. Alors la nouvelle nous vient de la Banque mondiale qui dit donc que le tourisme pourrait être le second pilier de l'économie en Afrique d'ici 2020. C'est bien ça Inès, surtout pas ces temps où le pétrole depuis plus d'un an, précisément en juin 2015, donc le pétrole est en train de dicter sa loi aux économies d'Afrique. La Banque mondiale est en train de donc pointer du doigt le secteur du tourisme pour relever l'économie des pays et notamment au niveau de l'Afrique, du sud de l'Afrique. Précisément, quand on enlève la zone maghrébine, où quand même le secteur est déjà développé dans cette zone, les 4 autres zones géographiques du continent regorgent d'assez de sites, d'assez d'atouts pour pouvoir développer un secteur comme le tourisme. Et également, il y a une forte demande au niveau de l'international vers les destinations de ces pays-là, de ces différents pays. Donc aujourd'hui, le tourisme peut bel et bien remplacer le pétrole dans les économies et également remplacer les exportations de matières premières au niveau du continent. Alors pourquoi la région Afrique est autant sollicitée ces années-ci par le secteur touristique? Alors, il faut dire que la zone est très riche, surtout dans les vestiges culturels, dans les vestiges économiques, dans les vestiges au niveau du bien-être, de la santé. Donc, et on note également au niveau de la faune et de la flore beaucoup d'atouts qui intéressent de plus en plus les voyageurs, qui intéressent de plus en plus le vieux continent, à savoir
les Royaumes-Unis, il y a les États-Unis, il y a également l'Asie qui sont intéressés donc par tout ce qui se passe au niveau de ce continent-là. On note également une certaine historiographie au niveau du continent qui forcément aujourd'hui intéresse parce que les autres continents n'ont pas forcément ces atouts-là et de plus en plus les gens courent vers le continent pour venir se reposer ou bien pour le bien-être. Donc voilà un peu ce qui intéresse au niveau du continent noir, les voyageurs, les visiteurs, les fonctionnaires des autres continents pour venir voir un peu ce qui se passe et davantage découvrir. Mais quels sont les pays les plus prisés en Afrique par les touristes? Il y a surtout la zone orientale et la zone australe du continent, à savoir les pays comme l'île Maurice, comme les îles Seychelles. Il y a également l'Afrique du Sud, il y a le Kenya, la Tanzanie. Voilà les pays, par exemple, qui regorgent de ces atouts-là. Mais il va falloir travailler beaucoup pour améliorer les pistes. Il va falloir travailler pour améliorer les conditions d'hébergement parce que, selon la Banque mondiale, environ 15% seulement de ces atouts-là sont valorisés. Et lorsqu'on prend également l'hébergement au niveau du continent, ça pose un véritable problème. L'accès également aux sites pose de véritables problèmes. Il va falloir travailler et pour tout corroborer, c'est que l'Afrique doit travailler aujourd'hui pour avoir l'accès au financement pour pouvoir valoriser donc ces sites-là. Et la Banque mondiale est en train d'inciter davantage les gouvernants à mettre sur pied un partenariat entre les privés et surtout l'État pour pouvoir arranger, pour pouvoir davantage capitaliser ces voyageurs qui de plus en plus sont frileux de la destination Afrique, notamment de l'Afrique noire. Alors Kazmi Pedjo, est-ce que vous avez le sentiment que justement nos gouvernants ont l'oreille assez ouverte pour écouter la Banque mondiale et pour agir surtout? Grâce, je dirais grâce, oui, à cette crise du pétrole, des pays comme le Nigeria aujourd'hui sont en train de retourner leur économie vers d'autres secteurs beaucoup plus promoteurs. Vous avez également le Ghana, par exemple, qui est en train de travailler pour davantage se donner une certaine aisance économique grâce au tourisme. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal qui sont en train d'améliorer leur destination. Il y a votre pays, le Bénin? Il y a des pays comme le Bénin, j'en venais tantôt, il y a les pays comme le Bénin qui continuent pas dormir sur leur laurier pensant que les destinations sont prisées par juste un coup de baguette magique. Donc il y a forcément un travail qui doit être fait au niveau de ces pays-là. Il n'y a que également une volonté politique n'est pas encore notée au niveau de ces pays et donc la Banque mondiale est en train donc de vouloir promouvoir ce secteur-là pour pouvoir quand même permettre à ces pays de pouvoir disposer d'assez de devises pour pouvoir faire face à un certain nombre de développements au niveau de ces pays. Pensez-vous que la Banque mondiale va atteindre ses objectifs? Bien sûr, la Banque mondiale va atteindre ses objectifs. L'échéance, c'est 2020. Hein? Bien sûr, et c'est possible. C'est comme si c'était demain. Parce qu'au cours du COP21, il y a beaucoup de résolutions qui ont été prises allant dans ce sens-là pour permettre aujourd'hui qu'on ait quand même une certaine nature au niveau de ces pays-là. Donc je crois que d'ici les 5 prochaines années, la Banque mondiale pourra fouetter l'orgueil économique au niveau de ces dirigeants-là pour qu'on puisse assister à un réveil, même si c'est tardif, du secteur du tourisme. Merci beaucoup, Kazmi Pedjo. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. On va se dire à demain. Avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que j'ai eu un réel plaisir à vous présenter. On se retrouve demain dans un nouveau numéro avec le même plaisir.